On l'a vu précédemment, la stratégie de développement d'un produit repose sur la valeur du produit ou la notion de valeur du produit. C'est ce qui permet à un product owner de s'appuyer sur des éléments concrets, tangibles, et c'est ce qui permet très tôt dans le cycle de vie du produit de se mettre d'accord avec toutes les parties prenantes sur la manière dont on va mesurer la réussite de ce produit. Donc, cette notion de valeur, c'est parfois complexe à appréhender, hein. Pareil pour les vecteurs ou les flux de valeur, le pilotage par la valeur, tous ces éléments sont des éléments nouveaux et plus on est confronté à des chefs de projet qui deviennent product owners, qui ont de l'expérience en tant que chef de projet, et plus ces notions sont complexes parce qu'ils ont des réflexes, ils ont des habitudes de pilotage par les coûts, les délais, et uniquement par ces aspects-là, enfin coût, délai, qualité. Et le pilotage par la valeur, pour eux, c'est vraiment nouveau. Donc pour démarrer gentiment, tranquillement sur ce pilotage par la valeur, vous avez l'EBM de Scrum.org qui propose 4 vecteurs de valeur qui permettent un pilotage basique. Ça, c'est vraiment des notions de base qu'on peut utiliser un petit peu partout. On a une première notion de valeur qui est la valeur actuelle du produit, c'est-à-dire dans sa version actuelle. Voire même, j'ai pas de produit du tout, si je suis en train de créer la stratégie d'un service ou d'un produit à venir, le produit n'existe pas encore, quelle est la valeur de ce service ou quelle est la valeur de ce domaine d'activité sans le produit? Eh bien, j'ai la valeur actuelle. La valeur non réalisée, deuxième indicateur, l'unrealized value, c'est la valeur potentielle, c'est-à-dire, c'est la valeur potentielle moins la valeur actuelle. Donc la valeur non réalisée, c'est ce que je vais chercher à réaliser comme valeur au cours de ce projet. Donc c'est tout ce que je peux aller gagner comme point de valeur. Donc la prospective, c'est-à-dire ce que j'imagine comme valeur pour ce produit, admettons c'est 10 points de valeur, et aujourd'hui j'ai pas de produit, j'ai 0 point de valeur, je dois gagner 10 points de valeur. Si aujourd'hui j'ai un produit dont la valeur est à 10, je cherche à l'amener à 15, ma valeur non réalisée c'est 5. D'accord? C'est l'écart entre aujourd'hui et ce que je souhaite obtenir au cours de ce projet. Alors ça c'est assez simple quand même. Si j'ai 5 points de valeur à gagner, si à l'issue de mon MVP j'ai consommé 20% de mon budget et j'ai gagné 1 point de valeur, je suis sur les rails. Si à l'issue de mon MVP j'ai gagné 0 point de valeur et déjà dépensé 20% de mon budget, je comprends bien que j'ai un problème. Et idem dans l'autre sens, si j'ai déjà gagné 2,5 points de valeur alors que j'ai dépensé que 20% de mon budget, je me dis que potentiellement là j'ai une opportunité de générer beaucoup de valeur pour mon produit. Deux autres indicateurs qu'on retrouve dans l'EBM, c'est la capacité d'innovation, c'est-à-dire la valeur moyenne que je peux gagner par cycle. Donc là, il faut que j'aille analyser d'autres projets, d'autres développements de produits. C'est quoi la capacité d'innovation de mon entreprise? Alors, dans l'EBM, on a d'autres indicateurs potentiellement que la valeur sur lesquels on peut s'appuyer. C'est par exemple le nombre de releases, c'est qu'est-ce qu'on arrive à délivrer lors de grands incréments. Mais vraiment, si on s'appuie sur la gestion de la valeur, on peut avoir par exemple toute une direction informatique qui va avoir un rythme de production de valeur. Alors ça c'est intéressant quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que une direction informatique, historiquement, c'est un centre de coût. Ça coûte de l'argent. Et un directeur informatique, quand il est en COMEX avec ses équivalents, très souvent il est perçu comme centre de coût. Et dans certaines compagnies, ça coûte beaucoup d'argent. Et lorsqu'il y a des plans d'optimisation de la marge, c'est au directeur informatique qu'on va dire il va falloir un peu réduire la voilure là. À partir du moment où sur l'intégralité de ce service,
on démontre qu'il y a de la valeur générée et que cette valeur, elle a une incidence réelle sur la marge de l'entreprise, on a un positionnement du DSI qui est complètement différent. On a une vision des équipes qui est totalement différente. C'est des gens qui génèrent de la valeur, c'est des gens qui génèrent potentiellement de la marge nette, donc du résultat pour les actionnaires de l'entreprise. Ce n'est pas des gens qui font que dilapider du budget et à qui il faudrait dire, bon, réduisez un petit peu vos ambitions. Donc cette capacité d'innovation, cette capacité d'apporter de la valeur à l'organisation, c'est une manière pour un directeur informatique d'inverser la tendance, d'inverser la manière dont il est perçu, dont lui et son service sont perçus au sein de l'organisation. Donc c'est pour ça que l'agilité aussi intéresse beaucoup de dirigeants, c'est qu'on a une meilleure vision de ce qui est réellement produit au sein d'un service. Quand on prend tous les projets mis bout à bout, on peut avoir des notions de valeur globales et on peut avoir une capacité d'innovation. À quel rythme on est capable d'opérer. Et enfin, le time to market, dernier indicateur de l'EBM, le time to market, c'est le temps qui se passe entre le moment où on a identifié une opportunité ou un nouveau besoin et le moment où on va réellement le mettre en service, en production. Donc, évidemment, quand on fait des MVP, ça permet de réduire considérablement le time to market parce que ça permet d'aller générer de la valeur beaucoup plus vite. Donc on a des retours sur investissement qui sont beaucoup plus courts, donc on a une comptabilité qui est plus saine, on a une gestion financière de l'organisation qui est plus optimisée en réduisant le time to market. Et plus on est en capacité de délivrer vite, et donc de mesurer concrètement la valeur produite par un produit, plus on est en capacité d'adapter rapidement sa stratégie, de réagir par exemple par rapport à une pression concurrentielle. Ça c'est vrai dans le domaine de la banque, de l'assurance, mais aussi de la finance. Enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels c'est particulièrement intéressant d'avoir un time to market extrêmement court. On va revenir sur nos vecteurs de valeur. Je ne vais pas m'étendre là sur la partie stratégique pour une certification Product Owner de niveau 1. On va revenir sur les vecteurs ou les flux de valeur qui permettent d'identifier ou de mesurer la valeur réelle ou potentielle d'un produit. Alors, le plus simple, c'est le chiffre d'affaires généré. C'est le cas d'un site marchand. J'ai un produit qui me permet de faire du chiffre d'affaires, je peux mesurer sa valeur. C'est extrêmement simple. Ça, je peux tout de suite transformer la valeur de mon produit en euros, puisqu'elle s'exprime déjà historiquement en euros. Ça peut être aussi, pour certains sites internet, des sites qui font venir par exemple des consommateurs sur mes points de vente. Là aussi, la notion de valeur, elle est assez vite calculée. Je multiplie le panier moyen de mes clients par le nombre de clients que j'ai fait venir en magasin. Je connais mon taux de transformation, c'est-à-dire, là c'est des prospects que je fais venir. Eh bien, si je connais mon taux de transformation, je sais estimer de manière extrêmement claire combien mon produit a généré de chiffre d'affaires. Si j'ai fait venir 1000 clients en magasin et que mon taux de transformation c'est de 1%, eh bien j'ai 10 clients, sur les 1000 j'en ai 10 qui sont devenus des clients. Donc si j'ai fait ça en un mois, j'ai 10 nouveaux clients par mois, et si mon panier moyen, je sais pas, c'est 400 €, et ben j'ai généré, là mon produit il a généré ce mois-ci 4000 € de chiffre d'affaires. Donc là c'est une notion de valeur très simple à calculer. Sur des produits de gestion, on va aller au contraire voir quelles sont les économies que va pouvoir engendrer le développement de mon produit. Alors, là aussi, le plus simple comme flux de valeur ou comme vecteur de valeur à identifier, c'est le temps passé par les collaborateurs, le temps que je vais économiser. Historiquement, on a des applications de gestion, des ERP par exemple, qui permettent de faire des fiches de paye. Ça permet d'économiser du temps de collaborateurs. C'est l'ERP qui va créer lui-même les fiches de paye, voire même qui va complètement les dématérialiser. On n'a plus besoin de les mettre dans des enveloppes, on n'a plus besoin de les poster à nos différents collaborateurs.
la fiche de paye arrive dans leur boîte mail. Donc la dématérialisation de la fiche de paye, par exemple, c'est l'exemple typique d'un produit qui va générer beaucoup de valeur. Parce que j'économise de l'affranchissement, j'économise du papier, je rends mon entreprise plus éco-responsable parce que je consomme moins de matières premières. Donc j'ai un certain nombre de vecteurs de valeur là qui sont facilement identifiables. Je peux avoir aussi dans mes vecteurs de valeur des taux de véracité de données. Par exemple pour des applications de décisionnelles. Plus ma donnée est fiable et plus ma décision sera juste. Si j'ai des données qui ne sont pas fiables dans mon système d'information, qui sont approximatives, je vais avoir du décisionnel qui ne va pas être correct. Ça peut être de la fraîcheur, de la complétude ou de la fiabilité des données. Ça peut être d'autres flux que je peux avoir, c'est la satisfaction des consommateurs ou des utilisateurs. Je cherche à avoir des consommateurs qui ont une image de marque de mon entreprise qui est très positive. Ça va inciter le consommateur à potentiellement dépenser plus cher chez moi que chez mes concurrents. Je peux augmenter le prix de mes produits grâce à une satisfaction des consommateurs accrue. Donc là aussi, on voit que ça a une incidence sur le chiffre d'affaires. Ça a une incidence sur la marge de l'entreprise. Ça peut être la fidélisation ou l'attrition de mes consommateurs ou de mes clients. Donc l'attrition, c'est la déperdition de mes clients. Je peux avoir un produit qui est destiné à fidéliser mes clients, qui tourne autour d'une carte de fidélité, par exemple, qui offre un certain nombre de services. Eh bien, si je refonds complètement cette application, je crée des nouveaux services, je crée des nouvelles propositions, des nouvelles offres, je fais un relooking complet de mon application, est-ce que ça a une incidence sur le taux d'attrition? Si la réponse est oui, je perds 2 fois moins de clients qu'avant, ça valait le coup d'investir. Mais on voit bien qu'on est dans du pilotage très fin par des indicateurs mesurés, réels, factuels, qui ont une vraie incidence sur le résultat de l'entreprise, sur la bonne santé de l'entreprise. Et bien dans ce contexte-là, investir plus sur le développement d'un produit qui démontre qu'il apporte de la valeur, c'est pas un problème. Ça pose pas de souci. En revanche, investir davantage sur un produit sous prétexte qu'on avait mal estimé, qu'on s'était trompé, qu'on ne connaît pas notre boulot, ça c'est beaucoup plus problématique parce que les sous-entendus sont lourds de conséquences. C'est de l'incompétence. Et ça c'est très difficile à assumer. Donc on va chercher en général des excuses. On va faire des déports de responsabilité. Bon voilà, c'est pas toujours des bonnes pratiques, et on voit que l'agilité nous amène à des pratiques beaucoup plus vertueuses, où on va, dans certains cas, avoir besoin de budget supplémentaire, mais pour d'autres raisons. Potentiellement même pour aller saisir des opportunités. Eh bien, dans ce contexte-là, aller réclamer de l'argent, par expérience, c'est vraiment pas un problème. Donc, il y a un nombre quasiment infini d'indicateurs potentiels qui peuvent s'inscrire dans un flux de valeur. Il faut analyser le produit, il faut discuter, échanger avec les parties prenantes, avec les Scrum Masters, avec les équipes de développement. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il faut juste que le Product Owner arrive à calibrer son produit, cadrer son produit, en lui mettant des indicateurs fiables sur lesquels il va pouvoir s'appuyer, qui vont faire consensus, et que tous les acteurs, toutes les parties prenantes vont juger comme pertinent. C'est un travail qui ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, ça nécessite un peu de réflexion, ça nécessite très souvent de la conciliation, de trouver des accords avec les parties prenantes, et puis ça peut évoluer dans le temps. Alors bien évidemment, un product owner qui est mature, il ne va pas mettre des grands coups de volant à gauche, à droite. Il va fixer un cap et il va avancer, il va affiner ses indicateurs en avançant. Les indicateurs de valeur peuvent évoluer dans le temps, on peut en ajouter, on peut en supprimer, mais il ne faut pas faire des grands changements de cap, ça déstabilise tout le monde et on perd tout le monde avec ça. Donc en pondérant ces indicateurs, le product owner va disposer
d'indicateurs fiables qui lui permettent de piloter les différentes thématiques sur lesquelles il va devoir mettre l'accent ou l'effort. C'est s'il a un indicateur qui est très faible, par exemple la satisfaction du client, il va pouvoir consacrer une release à augmenter la satisfaction du client. Ça va lui permettre donc de gérer les releases de son produit, ça va lui permettre d'affiner en cours de développement la stratégie de son produit. C'est vraiment là du pilotage par la valeur, davantage que par les coûts. Les coûts dans Scrum, ils sont connus, ils sont maîtrisés. Je sais combien me coûte un sprint avant de le démarrer. Je sais que j'ai une équipe qui est, par exemple, à 100% de son temps, une équipe de 5 personnes, bah, je sais combien elle me coûte. Ça, je tombe pas du ciel. C'est géré, c'est sous contrôle. En revanche, la valeur, il faut que je fasse des mises en production pour pouvoir la mesurer. Sinon, ça n'est que de la prospective. Ça n'est que, idéalement, on aimerait que, on souhaiterait que. Ça, il faut s'en assurer le plus tôt possible. C'est pour ça que Scrum nous dit, et quasiment toutes les méthodes agiles sont basées sur la même démarche, hein, il faut faire des releases les plus fréquentes et le plus tôt possible. C'est une des déclarations du manifeste agile d'ailleurs. Donc la mesure des variations dans le flux de valeur, ça permet ce pilotage par la valeur. Et c'est pas grave qu'un produit coûte plus cher tant qu'il rapporte plus. Vraiment, il faut se décomplexer là-dessus. De la même manière, par contre, si un produit n'atteint pas les objectifs de valeur qui étaient fixés dans le MVP, peut-être qu'il va falloir réduire les coûts pour rester rentable, ou réduire la marge si on veut absolument atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors, pour être concret sur ce sujet, voilà un exemple de calcul de la valeur. Donc là, c'est le calcul de la valeur d'un service. C'est une équation, c'est la véracité de l'information multipliée par un coefficient de délai de traitement de la demande du client de bout en bout, multiplié par la satisfaction du client, et on a donc pour les indicateurs D et S une grille de lecture. Donc on a des temps contractuels et des temps réellement passés qui nous permettent de mesurer un indicateur de valeur. Donc si on est à la moitié du délai, donc là les délais contractuels c'est soit 120 minutes, soit 480 minutes, donc soit 2 heures, soit 8 heures. Si la demande du client a été satisfaite en 2 fois moins de temps que le délai contractuel, on a un indicateur de valeur de 3,16. Donc l'équation D, elle est inscrite ici, hein, c'est 10 exposant TC divisé par TC moins TP. Donc TC c'est le temps contractuel, TP c'est le temps passé. Donc ça c'est une équation, un indicateur de valeur qui a été présenté à des parties prenantes, et tout le monde s'est accordé à dire que oui, c'était une manière fiable, raisonnable, de mesurer la valeur de ce service. Que ce soit les acteurs du service, mais que ce soit aussi les clients du service, que ce soit les représentants de ces clients, que ce soit pour le coup sur cet exemple, il y a même des top managers qui ont validé la manière de calculer la valeur. Donc après, tout le monde est d'accord. On revient pas dessus. Tout le monde s'est mis d'accord initialement pour dire que la valeur, c'est ça. Et donc, si on modifie des processus, si on développe des nouveaux produits au sein de ce service, quel est l'impact sur la valeur? Eh bien, on le mesure très facilement. Puisque là, pour le coup, à chaque fois qu'il y a une demande, on mesure la valeur, et on a une notion de valeur qui est définie par cycle. Dans cet exemple, c'est des cycles d'un mois. Donc à la fin du mois, on mesure la valeur totale qui a été produite par le service. Et plus les clients sont satisfaits, plus cette valeur elle augmente, plus les clients sont insatisfaits et plus cette valeur descend, et plus on respecte les temps, les engagements contractuels, plus cette valeur elle monte, et moins on les respecte et plus elle descend. Alors bien évidemment, si on ne donne pas la bonne information, là pour le coup la valeur c'est 0. Si le client a appelé, il n'a pas de réponse, la valeur ce sera 0. Donc à partir de ces mesures de valeur, à partir de ces flux ou vecteurs de valeur, le PO va pouvoir décider de s'adapter en fonction de ce qu'il mesure concrètement suite à une mise en production.
Donc à la fin de la première release, ce que le PO va chercher, c'est par exemple à accroître la véracité de l'information. Il veut passer de 90 à 95%. À la fin de sa seconde release, ce qu'il aimerait, c'est réduire les délais de traitement, passer d'une moyenne de 80 minutes à 60 minutes. Et puis, il a planifié une troisième release à l'issue de laquelle il souhaiterait qu'on puisse accroître la satisfaction des clients. On veut passer de 3,2 à 3,5. Donc là, on a un plan de release, c'est-à-dire que le product owner a décidé qu'il allait faire 3 mises en production successives à des intervalles plus ou moins réguliers pour atteindre des objectifs différents qui sont les objectifs de son produit, qui sont liés à des vecteurs de valeur de son produit. Et donc cette organisation structurée dans le temps et orientée autour d'objectifs clairs, donc là on est sur des objectifs SMART, facilite le travail des équipes. Ça facilite la cohésion entre les équipes et les parties prenantes. Ça facilite les échanges entre le product owner, l'équipe et les parties prenantes. On voit sa stratégie, elle apparaît clairement, on voit sa vision du produit, on voit son ambition. Cette ambition, elle est réaliste. L'équipe a déjà identifié un certain nombre de moyens qui lui permettraient d'atteindre ces objectifs-là. Elle a quelques idées. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que ces idées seront suffisantes pour atteindre les objectifs? Eh bien ça, on le saura uniquement quand on aura commencé à mettre des choses en prod. Et peut-être qu'à l'issue de la première release qui arrive le plus tôt possible, je le rappelle, accroître la véracité de l'information, peut-être qu'à l'issue de cette première release, on se rendra compte que non, cette équipe, elle n'est pas du tout en capacité d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Elle n'y arrive pas. Eh bien, on fera un bilan. Est-ce qu'il faut changer d'équipe? Est-ce qu'il faut aider l'équipe? Ça, c'est un travail de management de projet, de management d'équipe, mais c'est un travail de management. Et là, pour le coup, le Scrum Master va devoir mouiller un petit peu sa chemise parce qu'il va devoir venir aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Comment il va s'y prendre? Ça, c'est un boulot de Scrum Master. Si le sujet vous intéresse, voilà, orientez-vous vers la formation Scrum Master. Voilà, ça vous permet d'avoir ici une vision de ce qu'on peut faire avec la valeur d'un produit, du pilotage par la valeur. Attention, hein, là aussi, dans le questionnaire de certification Product Owner, vous aurez des questions sur le pilotage par la valeur. Il y a de fortes chances que vous ayez quand même plusieurs questions qui portent sur ce sujet-là.